Vous allez entendre Michel Rouet qui va vous enchanter de ses contes et de son verbe. Et puis moi, je vais faire quelques chansons. Certaines sont de moi, d'autres ne sont pas de moi. Celle-ci était de Boris Vian, personne ne peut le deviner, sauf les gens qui... Boris Vian a écrit plus de 500 chansons. On en connaît 10, 20 maximum. Donc celle-ci est complètement atypique et elle va bien avec la soirée conte, voilà. Après, je ferai des chansons dans l'ordre ou dans le désordre, enfin bon, et je vous dirai après toutes les références, enfin vous pourrez me demander, voilà. Bienvenue à cette soirée, merci d'être ici. Le temps passe et il y met le temps, les oiseaux s'envolent sur l'étang. Le ciel bas, rayé de pluie et d'ombre, pèse sur les champs sombres où rôde aussi le vent. Je suis seule depuis déjà longtemps. Je suis seule, je suis triste et j'attends. Vers l'oubli glisse des jours sans nombre. Le temps passe et il y met le temps. Pourtant j'étais jeune et je dansais au bal de la princesse. Les hommes, les fleurs et les rires frais tournaient tout autour de moi. Mon cœur est mort il y a longtemps. Il est là tout au fond de l'étang. Dans le feu glissent des reflets d'ombre. Le temps passe et il y met le temps. Cette femme était belle, mais hautaine, nuque raide, cœur fermé. Ça n'empêchait pas tous les rues des beaux gaillards des environs de la courtiser, de lui apporter des cadeaux. Elle, debout sur le seuil de son igloo, les recevait bouche pincée. Elle prenait leurs cadeaux et les chassait du bout de ses doigts dédaigneux. Un jour, deux hommes entrent dans son igloo sans même frapper. Épaules carrées, imposants, sauvages. Chacun d'eux l'attrape par un poignet et il l'emmène. Elle ne proteste pas. Elle se laisse porter par le feu du désir qui lui brûle le ventre. Il marche en silence. Soudain, des frissons froids parcourent sa peau. Un sentiment d'étrangeté l'envahit. Elle s'aperçoit que les mains des hommes sont devenues deux énormes pattes poilues qui enfoncent leurs griffes dans ses poignets. De chaque côté d'elle, deux ours blancs l'emportent irrésistiblement jusqu'au bord de la falaise. Là, ils la jettent dans le vide. Elle sombre dans les eaux grises jusqu'au fond noir et glacial. Des bêtes voraces l'attaquent, arrachent la chair de ses seins, de son ventre, de son sexe. Elle se débat, aveuglée, torturée. Elle se débat encore. Là-haut, très loin, une faible lueur. Elle s'acharne,
se débat, s'acharne encore. Enfin, elle passe la tête hors de l'eau. Dans un dernier effort, elle s'écroule sur la rive. Quand elle ouvre les yeux, elle se regarde. Mais je suis une femme squelette. Je n'ai plus rien. Elle s'accroupit, l'os de son front sur les os de ses genoux, et elle pleure. Elle pleure le temps où elle avait un igloo, un feu, de la nourriture. Elle pleure sa jeunesse et sa beauté perdue. Je n'ai plus rien. Plus rien. Se disant, elle entend sa voix. Non, j'ai encore ma voix. Elle se dresse face à l'océan et au vent froid, et elle chante. Elle chante. Elle chante pour un igloo, un feu, de la nourriture. Elle chante pour sa vie. Au milieu de la nuit, épuisée, elle se réfugie dans un trou de rocher et s'endort. Au matin, quand elle se réveille, à côté d'elle, il y a un igloo à l'intérieur du feu, de la nourriture. Depuis ce temps, son chant lui apporte tout ce dont elle a besoin. Une année se passe. Un matin, elle entend des voix d'hommes à l'extérieur. Elle se précipite, les bras tendus vers eux, avec un grand sourire, en balbutiant des petits mots tendres. Eux voient venir vers eux des os qui s'entrechoquent, un rictus diabolique. Au fond d'orbite creuse, des yeux brillants, menaçants. Ils tirent leur couteau. Fous de peur, ils s'enfuient. De retour chez eux, ils racontent à leur père: c'était une femme squelette. Elle voulait nous dépecer, nous dévorer. Oh, dit le père, moi, je suis vieux, je ne risque plus rien. J'irai la voir demain. Le lendemain, il se met en route. Il trouve la femme assise devant son igloo. « Je te salue, vieille femme. Je te salue, vieil homme. » Elle le fait entrer, lui offre de la viande de caribou et lui raconte son histoire. « Tu vois, depuis ce temps, mon chant m'apporte tout ce dont j'ai besoin. Mais pour la chair de mon corps, je ne peux rien. » Le vieil homme se lève. « Attends-moi, je vais revenir demain. » Le lendemain soir, il revient portant un tambour. « Regarde, je l'ai fait pour toi. » Entre. Il ferme la porte, éteint la chandelle, lui dit « Étends-toi. » Il prend son tambour, le met entre ses cuisses, et il frappe, et il chante un chant fort, puissant, un chant qui devient le ciel, les nuages et les étoiles, un chant qui devient le cœur
du monde. Et les dieux là-haut, assoupis comme à leur habitude, entendent le chant de l'homme. Ils l'entendent palpiter dans le cœur des animaux, craquer jusque dans le cœur des pierres. Et le chant de l'homme devient le cœur du temps. Au matin, quand la femme se lève, elle a retrouvé la chair de ses seins, la chair de son ventre, de son sexe. Es-tu bien maintenant? Oh oui, la vie est revenue. À son tour, elle lui dit « Étends-toi ». À son tour, elle saisit le tambour, le met entre ses cuisses et elle frappe. Et elle chante. Elle chante un chant à faire danser les étoiles, à enivrer l'océan. Un chant à faire jouir la terre. Au matin, quand l'homme se lève, il a retrouvé la vigueur et la beauté de ses jeunes années. Il était homme, elle était femme. Ils se sont aimés et c'était bien. Quand au paradis, sous un pommier couvert de fruits, Adam vit la femme, il fut bien surpris. Il fit stupéfait ce petit joujou, pourquoi c'est fait? Et il vit un serpent, mesdames, lui dit l'œil en flamme. La femme est faite pour l'homme, comme le pommier pour la pomme, comme l'oiseau est fait pour le roseau, et le nid pour l'oiseau. Oui, pour l'homme, la femme est faite, comme l'eau pour la fleurette, comme la perdrix pour le petit perdreau, et la laine pour l'agneau. Le père Adam, qui n'était pas en bois, comprit cette loi, car c'est presque un jour au paradis, le serpent a dit, la femme est faite pour l'homme, comme le pommier pour la pomme, comme le soleil est fait pour les beaux jours, et le cœur pour l'amour. Sans femme vraiment, l'homme s'ennuierait terriblement. Pour lui, quel martyr, quel affreux tourment. Mais sans homme aussi, mesdames, avouez-le ici, vous n'auriez pas le sourire, car il faut bien le dire, la femme est faite pour l'homme, comme le pommier pour la pomme, comme le pépin est fait pour le raisin, et le gant pour la main. Oui, pour l'homme, la femme est faite, comme le rond pour la serviette, comme le disque est fait pour le phono, et le doigt pour l'anneau, comme la cage est faite pour l'écureuil, le lorgnon pour l'œil, comme la mer est faite pour le bateau, le pneu pour l'auto. La femme est faite pour l'homme, comme le pommier pour la pomme, comme la baguette est faite pour le tambour, et le cœur pour l'amour, et le cœur pour l'amour, et le cœur pour l'amour. Dieu, au vieux père pour les intimes. Hein, attention. Quelque temps après avoir créé le monde, assis au bord de son nuage, contemple sa création.
Mais je m'ennuie, moi. Mais il se passe rien d'intéressant là en bas. Il lui vient une idée. Il prend de la terre, façonne un homme, façonne une femme. Il installe la femme dans une maison au bord d'une rivière, l'homme dans une autre maison, au bord d'une forêt, pas très loin l'une de l'autre. Entre les deux, il trace un chemin. Bien, maintenant, attendons. L'homme et la femme vivaient dans l'ignorance de l'existence de l'autre et aussi dans l'ignorance de tout ce qui les entourait parce que Vieux Père les avait créés aveugles. Un jour, au même moment, l'homme et la femme sont envahis par un désir inconnu d'eux jusqu'alors, une chaleur dans le ventre, un désir exigeant, mais de quoi? Il l'ignorait. Vieux Père se dit, il va se passer quelque chose. Et moi, j'aimerais bien savoir lequel de mes enfants va faire le premier pas. Il répand sur le chemin des feuilles sèches. Au premier pas, elles vont craquer, me réveiller, et je saurai. Content de lui, il retourne sur son nuage et se rendort. Un soir, en allant à la rivière, la femme marche sur un crapaud. Oh, furieux, il lui crache à la figure. En s'essuyant, elle se coupe la paupière avec un ongle. Elle découvre autour d'elle sa maison, la rivière et le soleil là-bas qui se couche au-dessus de cette autre maison à l'instant même. Le désir inconnu d'elle lui chauffe le ventre. Elle sait que c'est là-bas qu'elle doit aller. Mais elle voit aussi les feuilles sur le chemin. Vieux Père, ce malin, voudrait bien savoir. Et moi, j'aimerais mieux qu'il l'ignore. Elle va à la rivière, remplit son seau, ramollit les feuilles, enlève ses sandales et sur ses pieds légers court vers la maison de son désir. En arrivant, elle trouve l'homme fort bien fait, exactement comme celui qu'elle a si souvent vu dans ses rêves. D'un coup d'œil, d'un coup d'ongle, elle lui ouvre les paupières. Il la regarde, la trouve belle, exactement comme celle qu'il a si souvent vue dans ses rêves. Il se tâte du bout des doigts, se rapproche encore, s'embrase, trouve les chemins de l'amour. Ils s'aiment encore et encore toute la nuit. Mais comment avons-nous pu vivre sans ce plaisir délicieux? Un peu avant l'aube, la femme dit à l'homme, le jour va se lever, Vieux Père va se réveiller, et je n'aimerais pas qu'il nous trouve là, tous les deux, en train de faire la bête à deux dos. Alors, je vais m'en retourner chez moi,
Et ce soir, c'est toi qui viendras me rejoindre. L'homme, pour la première fois, regarde le monde autour de lui. L'herbe, sa maison, la forêt et le soleil là-haut, au zénith, qui chauffe toutes choses. Il n'attend qu'une chose, le soir. Avant le soir, il se fait beau, chausse ses sandales et d'un pas décidé, marche vers la maison de son désir. Les feuilles craquent, il n'y prête pas attention. Une voix tonne au-dessus de lui. « Mon fils, où vas-tu donc ainsi ?» L'homme fait le gros dos, c'est-à-dire que je vois que c'est toi qui as cédé le premier au désir d'amour. Eh bien, qu'il en soit ainsi jusqu'à la fin des temps. Tu iras le premier vers la femme, elle attendra que tu la pries d'aimer. Mais Seigneur, c'est-à-dire que... Suffit, j'ai dit. L'homme n'a pas insisté. Vous savez pourquoi? Non. Mais parce qu'il est amoureux. Il est amoureux. Il craint pour sa bien-aimée le courroux du vieux père là-haut. Alors il n'a rien dit. Et voilà, depuis ce temps, seul l'homme sait que c'est la femme qui désire la première. Elle lui dit « Regarde-moi, comme je suis belle », et lui vient à elle. Je suis pédé, je n'aime que les hommes, je suis une meuf normale en somme. Je l'ai rencontré à Paname, il est lesbienne, il aime les femmes. Jusque-là, il y avait de l'espoir, on se voyait presque chaque soir. On avait des affinités, on était fait pour s'emboîter. Mais il y a eu un petit problème le jour où il m'a dit je t'aime, car monsieur avait oublié son sexe dans son atelier. J'ai dit t'as qu'à aller le chercher, mais il avait donné la clé à une précédente dulcinée qu'il avait envoyé valser. Alors comment on pouvait rien faire tant qu'il n'avait pas ses affaires? On a continué à se promener, à se regarder, à se parler. La semaine suivante, même aux chansons, je faisais preuve de compréhension. Il fallait pas le traumatiser, il était le premier désolé. Puis est venu son anniversaire, et comme il m'était vraiment cher, j'ai eu l'idée de lui acheter un sexe neuf au bon marché. Un beau pénis tout en acier, enveloppé dans du beau papier, pour lui prouver que je l'aimais, mais il a pas dû apprécier. Il m'a traité de tous les noms et que je prenais pour un con, moi qui avais cru lui faire plaisir avec un truc digne d'un vizir. Enfin j'ai rapporté l'objet au bon marché rayon des jouets, j'ai demandé un remboursement et le vendeur était charmant. Il a tout de suite cerné le problème, il a dit ce soir je fais des mêmes, est-ce que vous voulez venir dîner? J'habite du côté d'Épinay. Il résidait trop loin le vendeur, il pouvait pas faire mon bonheur, mais j'en ai trouvé un troisième qui me plaisait dans le 18e. Et là le premier a rappelé, il venait de récupérer son équipement pour être amant, et c'était trop tard à présent. C'est le 18e qui a marché, j'avais plus envie de changer. C'est le 18e qui a marché, c'est comme ça que ça s'est arrangé. C'est comme ça que ça s'est arrangé.
dans un boudoir, introduisez un cœur bien tendre. Sur canapé, laissez s'asseoir et se détendre. Versez une larme de Porto et puis mettez-vous au piano, jouez Chopin avec dédain. Égrenez vos accords et s'il s'endort, alors là, jetez-le dehors. Le deuxième soir, faites revenir ce cœur bien tendre. Faites mijoter 3 bons quarts d'heure à vous attendre. Et s'il n'est pas encore parti, soyez-en sûr, c'est qu'il est cuit sans vous trahir. Laissez frémir, faites attendre encore, et s'il s'endort, alors là, jetez-le dehors. Le lendemain, il ne tient qu'à vous d'être tendre. Tamisez toutes les lumières et sans attendre, jouez la farce du grand amour, dites jamais, dites toujours, et consommez sur le canapé. Mais après les transports, ah, s'il s'endort, alors là, foutez-le dehors. Un jeune bûcheron marche dans la forêt africaine, sa hache sur l'épaule. Il regarde le soleil jouer dans le feuillage. Il est content. Soudain, un énorme serpent au corps vert et rouge traverse le chemin juste devant lui. Il lève sa hache, lui coupe la tête et continue sa route. De la tête du serpent naît une jeune fille, jolie. Aussitôt, sur ses pieds menus, elle court derrière le bûcheron, glisse sa menotte dans la sienne, lui fait les yeux doux. Il la regarde, la trouve belle. « Veux-tu être ma femme ?»« Oui !» Du corps vert et rouge du serpent est né un homme. Il s'est appelé Ticor. La jeune fille s'est appelée Titette. Elle a été très heureuse avec son bûcheron. Elle a eu 10 enfants, des dizaines de petits-enfants qui peuplent tout le village. Elle est très fière de toute sa descendance. Ticor, lui, est resté seul. Il s'est fait vagabond. Il mendie, un peu de pain, un peu d'amour. La récolte n'est pas bien bonne. Et pourtant, il n'est pas malheureux. Parce qu'il a reçu un don, le don d'une voix magnifique. À vrai dire, ses chants sont si fascinants que bien longtemps après que qu'il se soit tu, les gens osent encore à peine respirer. Ticor n'a jamais cessé de chercher Titette, sa bien-aimée. Dans chaque village où il arrive, il chante « Titette, où es-tu ? Qu'es-tu devenue ? Qui me dira où est Titette, ma bien-aimée ?» Pour la plupart du temps, les gens se moquent de lui jettent des bouses de vache. Quelquefois, ils sont plus gentils. Ils lui disent « Va donc voir à la ville voisine. Peut-être que tu la trouveras. » Le temps passe.
beaucoup de temps. Ticor est maintenant un vieil homme aux cheveux blancs, mendiant, chanteur, et qui n'a jamais cessé de chercher Titette, sa bien-aimée. Un soir, il arrive dans un village, fatigué. Il s'assoit au pied d'un mur. Comme à son habitude, il chante « Titette, ma bien-aimée, où es-tu? Qu'es-tu devenue? Qui me dira où est Titette, ma bien-aimée ?» Un jeune homme s'approche de lui et lui dit « Titette, c'est ma grand-mère. Elle a des dizaines et des dizaines de petits-enfants qui peuplent tout le village. Je suis le 40e. Titette, c'est la femme la plus aimée du monde. » Ticor n'a rien répondu. Il s'est levé et par les ruelles sombres du village, il est allé jusqu'à la place centrale. Il s'est assis sous l'arbre à palabre et il a chanté. Il a chanté un chant inconnu de tous, même des plus anciens. Tout le monde s'est rassemblé autour de lui. Tout le monde a fait silence. Même les chiens, même les oiseaux se sont tus. Là-bas, Titette dans sa maison met du coton dans ses oreilles. Son dernier petit-fils qu'elle tient sur la hanche lui dit « Mais grand-mère, pourquoi tu fais ça ?»« Mon petit, parle, pleure, crie fort !» Ticor a chanté toute la nuit. À l'aube, il a arrêté son chant au milieu d'une phrase. Aussitôt, s'est élevée une autre voix, limpide, haute, ferme. Elle a repris le chant de Ticor exactement là où il l'avait arrêté. « Grand-mère, ces paroles, je ne les ai jamais entendues, je ne les comprends pas. Grand-mère, cette musique, je ne l'ai jamais entendue. Grand-mère, j'ai peur. Pourquoi ?» Titette n'a rien dit. Elle a posé l'enfant sur le sol. Elle est sortie. Et sans arrêter de chanter, elle est allée jusqu'à la place centrale. Elle s'est arrêtée sous l'arbre à palabre devant Ticor. Il s'est levé. Tous les deux, ils sont partis vers la forêt. Quand ils sont arrivés à l'abri des regards de tous, ils se sont allongés sur le sol. Il n'y a plus ni Titette, ni Ticor, mais un seul serpent au corps vert et rouge qui s'est faufilé dans les herbes. Il y avait une fois un pauvre gars, et l'on l'air et l'on là. Il y avait une fois un pauvre gars qui aimait celle qui ne l'aimait pas. Elle lui dit apporte-moi, et l'on l'air et l'on là. Elle lui dit apporte-moi le cœur de ta mère, le cœur de ta mère pour mon chien. Il va chez sa mère et la tue, et l'on l'air et l'on là.
chez sa mère et la tue, lui prit le cœur et s'encourut. Mais comme il courait, il tomba, et l'on l'air, et l'on la, et comme il courait, il tomba, alors par terre, le cœur roula. Et pendant que le cœur roulait, et l'on l'air, et l'on la, et pendant que le cœur roulait, entendit le cœur qui parlait. Et le cœur disait en pleurant, et l'on l'air, et l'on la, et le cœur disait en pleurant, t'es-tu fait mal? T'es-tu fait mal, mon enfant? Dès qu'elle eut passé l'arbre à gauche, grand-mère catégoriquement refusait d'être à celle qui fauche et de faire l'objet d'un enterrement. Elle voulait, ça peut se comprendre, rester au sein de la maison, parmi les siens plutôt qu'en cendres. Mourir n'est pas être en prison. Dans le bas du réfrigérateur, 2 jours après, grand-mère trônait, juste en dessous de la plaquette de beurre et face à la bouteille de lait. Assise dans le bac à légumes, à la famille elle présidait. Jamais elle n'attrapa de rhume, et le frigo la conservait. On lui disait bonsoir, bonjour, comment te portes-tu, mémé? Et elle nous répondait toujours, je vais bien quoique décédée. Mais elle était de nature inquiète, et quand elle ne nous voyait pas, elle se disait faut que j'enquête, et s'enquérait de nos repas. La vérité doit être dite, même si parfois elle peut blesser. Grand-mère était devenue un rite qui commençait à nous peser. Nous développâmes une tendance à ne plus ouvrir le frigo, laissant le beurre devenir rance pour aller manger au McDo. Bien souvent nous pouvions l'entendre de l'intérieur tambouriner, ou bien nous crier les mots tendres avant de se mettre à pleurer. Au risque de vous sembler lâche, bien humblement je vous l'avoue, il m'est égal que ça se sache, pour fermer mes je mis les bouts. Et dans la famille plus personne de cuisiner n'avait envie. Maman jeûnait comme une nonne, elle avait perdu l'appétit. Tant et si bien que la grand-mère, en dépit de ses protestations, fut un jour conduite au cimetière pour laisser place aux provisions. Si cette histoire a une morale, en a-t-elle une, je ne sais pas. C'est pour manger de façon normale, il faut éloigner le trépas. S'il y a un sens à cette histoire, y en a-t-il un, je ne sais pas. C'est qu'on s'expose à des déboires en laissant les morts faire la loi. C'est un désert silencieux, tranquille. Il y a le ciel, le sable, les rochers, le soleil, et il y a le vent, et il y a une souris. Et le vent aime la souris, et la souris aime le vent. Pour toi, ma jolie souris, cette brise légère, pour caresser ton dos et tes pattes. Mais cette petite bise sur ton joli museau. Oh, dis-moi que tu m'aimes, dis-moi que tu m'aimeras toujours. Oh oui, je sens ton souffle
Il m'emplit tout entière. Tout mon corps, tout mon esprit, toute mon âme. Mais bon, tu ne fais que passer. Tu t'en vas tout le temps. Je ne te vois jamais. Je t'en prie, je voudrais tellement te voir. Dis-moi, comment est ta bouche? Et tes yeux, de quelle couleur sont-ils? Oh, mais comment t'aimer vraiment si je ne te vois jamais? Je t'en prie. Un jour, le vent cède aux supplications de sa bien-aimée souris. Attends-moi. Je vais revenir avec mon vrai corps, celui que la nature m'a donné. Le désert est tranquille, silencieux. La souris béate attend le vent, son bien-aimé. Soudain, du fond de l'horizon, se lève un typhon fou qui soulève des nuées de sable jusqu'au ciel. Apparaît un géant, poudreux, poilu, barbu, nu comme au jour de sa naissance. Tonitruant, dis, ma souris, tu me vois? Me vois-tu? Suis-je assez beau? Suis-je assez fort? Assez puissant? Tu sais, je peux être encore plus fort. Je peux être encore plus puissant. Ma mère disait que j'étais plutôt joli garçon. Dis, ma souris, tu me vois? Et où es-tu? Je ne te vois plus. Oh, dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi que tu m'aimeras toujours. Dis, tu m'entends? M'entends-tu? Elle n'entendait pas, ou n'entendait plus. Terrorisée, tremblante d'effroi, blottie au fond de son trou. Tempête, typhon, vertige, tel est l'amour quand il vient tout nu. Mais elle ne le savait pas. Dans une ferme du Poitou, un coq aimait une pendule. Tous les goûts sont dans la nature, d'ailleurs ce coq avait bon goût. Car la pendule était fort belle, et son tic-tac si doux que le temps ne pensait surtout qu'à passer son temps auprès d'elle. Dans une ferme du Poitou, un coq aimait une pendule, de l'aube jusqu'au crépuscule, et même la nuit comme un hibou. L'amour le rendant coctambule, des cocoricots plein le cou, le coq rêvait à sa pendule du Poitou. Dans une ferme du Poitou, un coq aimait une pendule. Ça faisait des conciliabules chez les cocottes en courroux. Qu'est-ce que c'est que ce cocktail, ce drôle d'oiseau, ce vieux coucou qui nous méprise et qui ne nous donne jamais un petit coup dans l'aile. Dans une ferme du Poitou, un coq aimait une pendule. Ah, mesdames, vous parlez d'un Jules, le voilà qui chante à genoux. Oh, ma pendule, je t'adore, laisse-moi te faire la cour. Tu es ma poule aux heures d'or, mon amour. Dans une ferme du Poitou, un coq aimait une pendule. Il est temps de venir à bout de sa
cette fable ridicule, de cette crête à testicules qui chante l'aurore à minuit. Il avance ou bien je recule, se disait notre horlogerie, qui trottinait sur son cadran du bout de ses talons aiguilles, en écoutant son don Juan lui seriner sa séguedille, pour imaginer son trépas-point, les besoins d'être devin. La pendule sonne l'heure du repas, coco vin. Malgré ses grandes dents, est un garçon très séduisant. Le genre je tire sur tout ce qui bouge, car le petit chaperon rouge. Il est craint de tous les maris qui le considèrent comme l'ennemi, de toutes les mères de famille qui craignent pour l'avenir de leur fille. Il grâle en racontant des blagues, sa vie et son voyage en Prague, tout en entretenant sa cirrhose. Il leur déroule le tapis rose. Faut croire que les hommes d'ici savent pas, ou pour le loup, est-ce qu'on répond? Il paraît qu'elles tombent comme des mouches quand il les embrasse sur la bouche. On dit aussi qu'un peu après, quand il est prêt à les quitter, si elles ont de l'argent, il le prend, sinon il leur fait un enfant. Quand la petite au capuchon apparut aux yeux du larron, il la suivit et l'aborda tout le chemin, la cuisina. Palapapa, palapapa, palapapa. Puis le petit chaperon dit, c'est là, je suis arrivé. Le loup demanda, est-ce que tu me laisseras entrer? J'aimerais connaître ta mémé. Ils se mettent à draguer la grand-mère, même si elle a l'air d'une sorcière. On dit que c'est dans les vieilles gamelles qu'on fait les meilleurs caramels. Sitôt le dîner terminé, la grand-mère dit, tu dois rentrer. Le petit chaperon est congédié pendant que le loup boit son café. Et c'est ainsi qu'une mère grand eut un enfant. Après de 100 ans, car d'argent chez elle y avait pas, ni sous le parquet, ni dans le matelas, ni sous le parquet, ni dans le matelas. C'est une vieille femme, tranquille, pauvre et contente. Assise près de son petit feu maigre, elle se tricote des chaussettes et se repasse le film de ses anciennes, joyeuses et jouissives amours. Une maille à l'endroit, oh, pour ce Firmin qui était si maladroit. Et une maille à l'envers pour le Robert qui savait si bien y faire. Et elle glousse et elle rit, heureuse. Le diable l'entend rire. Le diable n'aime pas les gens contents, surtout les vieilles. Elle m'énerve, cette vieille jouisseuse. Et avec ça, pas le plus petit bout de remords. Oh, vous avez dit remords. Remords. Elle avait toujours cru que ça voulait dire morsi encore. Une nuit sans lune, froide, pluvieuse, le diable
s'en vient toquer à la porte de la vieille sans attendre de réponse. Il entre. Oh, elle l'a tout de suite reconnu. Monsieur le diable, si vous voulez bien vous donner la peine, que puis-je faire pour vous... Oh, foin des civilités, la vieille. Écoute-moi bien. Tu me donnes tout de suite 4 vérités et je te donne un sac de pièces d'or. Sinon, je te tue. Des vérités, monsieur le diable, des vérités. Moi qui savais si bien mentir. J'attends. Oui, bon. Au-dessous de la ceinture, toutes les religions se ressemblent. C'est vrai ça, non? Une. La deuxième, dépêche-toi. En voyant comment une femme réchauffe un oisillon entre ses seins, qu'on reconnaît celle qui saura caresser la queue. Oh, mais vous me faites dire des choses inconvenantes, enfin, monsieur le diable. C'est intime, ça, non? J'ai dit toute la vérité. On saura reconnaître la femme qui saura caresser la queue de son amant. Voilà, c'est dit. Vous êtes content, monsieur le diable? 2. La troisième. Je m'impatiente. La troisième. Où va son dard, va son pied. Celle-là, elle est courte, limpide et claire, hein? 3. Tu ne trouveras pas la quatrième. Oh, la quatrième. Eh ben si, monsieur le diable. Et cette vérité-là, elle est pour toi. Tu vas voir. Oh, c'était il y a longtemps. Ce jour-là, mon père m'envoie à l'étable traire la vache. Et qui je trouve là, couché sur la paille, qui m'attendait? Le Firmin, ce coquin. En le voyant, je me suis dit, ben, même moche, les pauvres diables ont leurs droits. Ah, tu vois, monsieur le diable? Tais-toi, la vieille. Furieux, il lui jette le sac. Pète tellement fort que la lune s'en est mouché le nez dans les nuages. Sort, disparaît dans la nuit. La vieille a posé le sac sur une étagère dans son armoire, elle a fermé les portes de l'armoire, elle s'est assise auprès de son feu, elle a repris son tricot et le film de ses anciennes, joyeuses et jouissives amours. Et elle glousse et elle rit, heureuse. Elle a totalement oublié l'or du diable. Et je vais vous dire une 5e vérité. Celle-là, ce n'est pas une vérité pour le diable. L'amour ne se paye que d'amour. Cette vérité-là, gardez-la au chaud près de votre cœur et emportez-la avec vous.
penser à moi. J'ai une meilleure idée, je vais te présenter la femme de maman qui voudrait un enfant. C'est l'amour qui fait foudre, c'est l'amour qui fait fondre, c'est l'amour qui fait foudre, c'est l'amour qui fait fondre. Le mari de mon père a invité maman pour son anniversaire en voyage assez long. Ils sont partis lundi, ils sont rentrés mardi, l'enfant est commandé, il n'y a plus qu'à le démouler. C'est l'amour qui fait foudre, c'est l'amour qui fait fondre, c'est l'amour qui fait foudre, c'est l'amour qui fait fondre. Il n'est jamais trop tard, m'a dit l'ami de ma vie, pour s'offrir un moutard et comme aussi donné. Ils m'ont mis dans les bras, disant c'est ta papa, un petit nourrisson qui tapait papa. C'est l'amour qui fait foudre, et c'est l'amour qui fait fondre, c'est l'amour qui fait foudre, et c'est l'amour qui fait fondre. Le mari de mon père aime beaucoup procréer, mais trouve ma mère amère et ne veut plus lui baiser. Le mari de mon père est quand même un expert, tous ses ex-enfants sont devenus parents. C'est l'amour qui fait foudre, et c'est l'amour qui fait fondre, c'est l'amour qui fait foudre, et c'est l'amour qui fait fondre. Le mari de mon père s'étonne que je ne fasse pas un bébé de ma chair, il veut savoir pourquoi. Ma tante et mon frérot qui boivent leur lolo, si un jour ils sont grands, feront tout plein d'enfants, car c'est l'amour qui fait foudre, c'est l'amour qui fait fondre, c'est l'amour qui fait fondre, c'est l'amour qui fait fondre. Quand on sera trop sur terre, on y remédiera, suffira d'une bonne guerre et puis on recommencera. Et si ça va trop loin et qu'on est vraiment moins, le mari de papa nous repeuplera ça. Isabelle. Écrivaine. Michel. J'ai pas dit qui tu étais. Écrivaine, diseuse, chanteuse, auteur-compositeur. Isabelle. Et donc, connexion. Auteur-compositrice. Et Michel Rouet, conteuse, photographe, surtout conteuse. Voilà, je l'ai connue comme ça. Je suis allée dans, en fait, elle anime des ateliers de contes. J'ai fait beaucoup de contes à une époque et j'ai connu Michel en allant à une de ses formations. Voilà.